Vous êtes développeur et que vous avez déjà tellement entendu parler d'API et que vous ne savez pas comment l'implémenter, sachez que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous apprendrons ce que c'est que les API et ensuite vous verrez dans quel contexte utiliser des API. Nous verrons également quelques architectures d'API et enfin nous allons créer une application de to-do list en utilisant le framework web Django dans laquelle nous allons implémenter quelques architectures d'API. Vous verrez les gars, c'est très pratique. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. C'est ça qui me fait plaisir. Allons coder. J'ai illustré un petit schéma pour vous permettre de comprendre ce que c'est que les API. Avant de dire quoi que ce soit, il est toutefois important de savoir ce que c'est que les API et dans quel contexte l'utiliser. Lorsque vous développez une application comme Facebook, et vous savez tout ce que Facebook peut être utilisé sur des plateformes mobiles, vous avez des applications de bureau qui utilisent également Facebook, vous avez des applications web et vous avez les SPA qui utilisent notamment Facebook. Ok, pour que ces différentes plateformes puissent communiquer avec une seule base de données, il faut donc passer par ce qu'on appelle l'API. L'API Graph, quel sera donc le rôle de l'API? Facebook intègre ce qu'on appelle aujourd'hui l'API Graph, dans l'architecture GraphQL, ok? Mais avant de descendre au niveau des architectures, je vais vous montrer comment cela se passe. Si vous êtes au niveau de votre plateforme mobile ou bien votre navigateur ou l'application de bureau et que vous faites une requête au niveau de l'adresse du serveur Facebook, ok, la requête ou bien les données que vous envoyez au niveau du serveur, ok, il y a ce qu'on appelle quoi? La désérialisation. Donc, les données que vous récupérez ici au niveau du client sont sérialisées, donc converties en JSON envoyées. Lorsque l'API récupère, il doit désérialiser les données, soit en données PHP ou Python, et qui est renvoyé au niveau du serveur. Et la requête, le serveur va donc traiter la requête, récupérer les données du niveau de la base de données, renvoyer au niveau de l'API. L'API doit faire ce qu'on appelle la sérialisation et renvoyer au niveau du client où le client doit désérialiser et pouvoir lire les données. C'est un peu cela comment l'API fonctionne. Maintenant, vous avez plusieurs types d'architecture d'API. Il y a l'architecture SWAP qui est notamment utilisée pour des systèmes vraiment complexes. Vous avez l'architecture REST qui est l'architecture la plus utilisée aujourd'hui et qui partage les données soit JSON ou XML. Vous avez l'architecture GraphQL qui est le tout nouveau créé par Facebook, qui est également très bien. Ok, je vais vous parler un peu de la différence entre ces architectures. Et vous avez Generic RPC qui remplace le RPC. Ok, lorsque vous avez 10 champs au niveau des restes et que vous exposez ces 10 champs, le client qui fait la requête au niveau du point de déterminaison, parce que l'API expose ce qu'on appelle les points de déterminaison en anglais endpoint. Ok, et lorsque vous faites la requête au niveau de ces points de déterminaison, les données sont récupérées au niveau du serveur et ces 10 champs seront exposés, donc seront renvoyés au niveau du client parce que l'API a pour coutume de partager les ressources d'une base de données. Ok. Maintenant, au niveau des GraphQL, la différence c'est quoi? Lorsque vous faites la requête au niveau du point de terminaison, vous avez la possibilité au niveau du client de choisir quels sont les champs qui sont appelés. Vous verrez également ça au niveau de l'exemple que nous allons prendre. Et la même chose pour gRPC. gRPC, c'est un peu un GraphQL un peu plus amélioré. Vous pouvez faire la requête directement sur les fonctions que vous avez au niveau de votre serveur. Je ne vais pas trop bavader et j'ai préféré que nous passions à la partie pour comprendre comment les choses se passent. Ok. Maintenant, pour Django REST Framework, j'ai décidé de passer sur le REST Framework qui était un framework créé qui permet de faciliter la sérialisation et la désérialisation. Vous pouvez notamment utiliser le JSON qui est l'objet de la librairie standard de Python, mais c'est un peu plus ardent en passant par JSON. Ok, il faut vraiment s'y connaître en cours. Mais nous allons utiliser Django REST Framework. Ok, déjà avant d'utiliser Django REST Framework, le rôle, c'est de sécuriser les données. Il faut déjà que nous ayons les données. Ok, donc je vais passer par là pour créer un projet au niveau de Django. Ok, je vais d'abord commencer par créer mon environnement virtuel. Python 3 parce que je suis sous Mac. Quand je mets "-m", c'est pour demander donc à Python de charger un module. Quel est le module que je vais charger? C'est VF et je mets le nom de mon environnement virtuel qui est VF. Là, je valide. Lorsque je valide, je patiente quelques instants. Ok. Je vais donc activer mon environnement virtuel. Vous pouvez mettre soit le point, soit source. Vous mettez le nom de votre nom, le nom de l'environnement virtuel. Vous mettez Bing et vous mettez Activate. Ok. Au niveau de Linux ou Mac. BF. Voilà. Ok.
Voilà ça, mon environnement virtuel est activé. Je vais donc installer Django. Pip install Django. Je n'installe pas encore Django Graphene. Ok. Django a été installé. Ok, là je suis content. Puisque Django existe, je peux donc créer mon projet en utilisant la commande Django admin start project. Ok, je vais mettre config ici et mettre le pont. Pourquoi je mets config en mettant le pont? Parce que je veux que il me choisit Django comme la racine du projet, mais je n'ai pas encore créé des répertoires. Ok, donc je vais juste retirer le pont. Je vais dire mon projet va s'appeler config. Si je fais ls, vous verrez config. Je peux faire cd. Je me rends dans config, ok. Vous verrez que dans config, j'ai encore un dossier qui s'appelle config. C'est dans ce config ici que j'ai l'ensemble des fichiers de configuration, que ce soit la route, settings et autres. Et la racine de mon projet, c'est manière.py. Si je fais un coup de trait, comme ceci, je ne l'ai pas installé. Si je l'avais installé, ça devait me montrer dans l'arborescence de mon dossier. Je vais lancer ça vite fait avec mon éditeur de test favori qui est VS Code. Et par la suite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux renommer mon projet. Je peux dire rename. Ok. Non, ça c'est remove. Voilà. Rename, c'est comme ceci. Je vais renommer ça config à Django Multi API. Si je fais comme ceci. Ok. Vous allez voir ici a été renommé automatiquement, les gars. Ah, désolé. J'ai fait une bêtise. Ok. J'ai plutôt renommé le fichier de configuration. Et c'est pas bon. Je vais revenir à ce que j'avais. Je vais plutôt faire CD. Je rentre d'abord et je fais move. Je fais la même chose. Voilà. Et lorsque je me rends ici dedans, je vais dans CD. Django. Voilà. Maintenant, je vais encore faire un move, mais je vais plutôt faire l'inverse. Je copie ceci étant donné qu'il est un peu plus long. Voilà. Je le mets en premier puisque c'est lui que je vais renommer en config. Ok. J'ai pu renommer. Est-ce que le changement est fait ici? Cancel. Je peux fermer. Je relance comme ceci. Voilà, voilà le nom de mon dossier. La racine du projet, comme j'ai tantôt dit, c'est là où se trouve le fichier manage.py. Là, je suis à la racine de mon projet. Je peux créer directement un environnement virtuel. Pas un environnement virtuel, une application. En tapant la commande Python manage.py. Manage.py. Start app que je vais appeler todo. Ok. Lorsque todo sera créé, ce qui est fait, je peux maintenant me rendre au niveau de mon éditeur de test. Je ne suis pas dans mon application todo. Pourquoi la machine RAM? Qu'est-ce qui peut bien peser ça? Désolé, je vais d'abord fermer VS Code avant de ouvrir ça après. Okay. Je ferme les applications qui consomment la mémoire. Quitter. Wow. Quitter. Ici, je ne sais pas à quoi Safari c'est. Je pense pas que c'est important. Ok. Force Gate. Je peux également fermer DeepL. Là, je peux relancer. Du code, je relance comme ceci. Jusque là, la machine est en train de ramer. Bon, nous allons faire avec. Ok. Donc, quand je viens au niveau des modèles, il va me rassurer que mon environnement virtuel a été sélectionné. Ok, il est là, ça marche. Ok, je vais dire, il saute 2 lignes après ce commentaire. 1, 2, c'est la bonne pratique. Voilà, il veut dire classe qui va s'appeler tax. Et dans cette classe, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire modèle dot modèle. Ok. Et j'ai défini dans mes attributs le nom de ma tâche modèle dot charField et je mets l'attribut max length qui est obligatoire. Je dis c'est 300 caractères. Ok. Je mets completed. Vous pouvez mettre is completed pour voir si une tâche est complétée.
model.boolean field. Par défaut, c'est false. Quand je crée une tâche, la tâche n'est pas complétée. Ok. Je me rassure que tout marche bien au niveau d'ici. Ok, tout est bon. Maintenant, je vais dire create it. Ça va égal à model datetime field. Ok. Et là, nous aurons quoi? Autona at égal à true. Ça veut dire lorsque je crée, c'est à la création que je remplis cela. Update it. Ça va égal à datetime field. Autona true. Ça veut dire lorsque je fais une modification de requête de type soit put ou bien patch, ce champ-ci sera mis à jour, mais celui-ci ne sera pas mis à jour. Ok. Donc j'ai défini donc ma méthode str_define. La méthode spéciale str, et dans cette méthode spéciale, je vais faire un return de self.name. Ok, là les gars, c'est nickel. Je viens de créer donc ce qui est en rapport avec la base de données. Ok, donc je peux directement aller au niveau d'ici, appliquer mes migrations, mais ça va pas marcher. Je vais dire Python manual.py make migration. Il me dit aucune migration n'a été détectée parce que je n'ai pas enregistré. Mais je vais dire, bon, étant donné que quand je crée l'application Django, Django vient directement avec les applications qui existent déjà. Essaie un peu d'émigrer ces applications-là. Il a migré les applications. Maintenant, pour qu'il puisse voir ce que je viens de créer, dans la table que j'avais créée, je vais venir dans Settings, aller dans Installed App, ou Installed App. Ok. Je vais donc renseigner l'application. Si je mets todo ainsi comme ceci, les gars, ainsi ça va marcher. Ok. Ou vous pouvez faire comme des développeurs un peu plus professionnels, comme je sais que vous êtes professionnel. Vous dites todo. Ok. Vous faites point. Vous venez au niveau de votre application todo. Vous allez récupérer donc la classe todo config qui se trouve au niveau d'ici là. Et il se trouve donc dans le module apps. Donc, une fois allé dans l'application todo où je suis, vous récupérez le module apps et vous dites donc récupère-moi la classe todo config, les gars, c'est également nickel, ça va marcher. Donc je vais refaire mon make migration pour voir ce que ça donne. Ok, et je vais refaire mon migrate. Les gars, ça a été migré. Donc je peux démarrer mon serveur run server, les gars. Mon serveur va être démarré simplement. Je ferme celui-ci, je ferme le modèle, je peux laisser settings ouvert. Maintenant, je viens donc dans mon module todo, donc dans mon application todo, je vais créer un package. Le package doit s'appeler va s'appeler d'abord API, désolé. Ok, et dans ce package API, pour l'instant, c'est encore un dossier. Pour que ce soit un package, je dois ajouter donc le fichier init init .py. Ok, voilà ça. API est devenu un package. Lorsque vous avez un dossier Python et que vous avez des fichiers à l'intérieur, là vous n'avez que vous n'avez qu'un fichier, un dossier et des fichiers. Mais lorsque vous ajoutez init .py dans ce dossier, sachez que ce dossier se transforme en ce qu'on appelle un package et les fichiers ça se transforment en module. Donc au niveau des API, nous ne parlerons plus des fichiers, des dossiers, mais nous parlerons plutôt des packages. Et dans ce package, je vais également créer un package qui va s'appeler REST. Ok, je mets donne-le init. Donc, soit vous dites init soit vous dites donne-le init. Ok, là je suis dans REST et vous comprenez là directement que nous pouvons créer un autre package qui va s'appeler GraphQL pour les API Graph. Ok, parce que nous allons faire tout cela dans la même application. Ok, voilà. Maintenant, je ferme tout ce qui est rapport avec les init. Ce n'est pas important pour l'instant pour nous. Maintenant, je vais d'abord cibler REST. Nous allons travailler d'abord avec l'API REST. Là, je vais sérialiser les données de ma base de données. Je vais dire serial là, the.py. Ok. Étant donné que les données que nous avons au niveau de notre modèle sont les données de type Python ou bien SQL, il faut donc récupérer les données au niveau de la base de données, comme ici, sérialiser les données et renvoyer ça au niveau du client. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons nous servir des serializers. Vous pouvez même venir au niveau de la documentation d'ici où vous voyez ce que c'est que une serialisation. Ok, mais moi je l'ai déjà en tête, donc je vais vous épargner de consommer la documentation. Ou si vous voulez une vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on consulte la documentation de Django REST Framework,
laissez un commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous aider ou bien de vous assister là-dessus. Ok, donc je peux venir directement au niveau d'ici dans mon serializer. Je ferme celui-ci. Je vais dire From REST Framework. Je ne l'ai pas encore installé, donc il faut d'abord que je l'installe pour que ça puisse marcher, et il est installé. Donc installez Django REST Framework à votre niveau, les gars, sinon vous n'irez nulle part. Ok, et pour installer Django REST Framework, faites juste pip install Django REST Framework. Ok, lorsque vous avez installé Django REST Framework comme ceci, tout sera clair et net pour vous. Ok, et je vais démarrer mon serveur, run server. Ok, et from REST Framework importe-moi serializer. Ok, une fois serializer installé, je saute deux lignes au niveau des imports et j'ai défini donc ma classe qui va s'appeler task serializer. Ok, pour ceux qui sont vigilants, vous verrez que j'ai d'abord mis le nom de mon modèle et avant d'ajouter serializer, c'est un peu ça. Lorsque vous développez ou bien vous créez des applications, tenez à utiliser des bonnes nomenclatures, les bons nommages, ça aide beaucoup que d'utiliser les commentaires un peu de partout. Ok, je vais hériter des serializer dot. Je ne vais pas utiliser serializer comme il me propose, étant donné que c'est un modèle qui existe déjà au niveau de ma base de données, donc pas besoin de serialiser les données personnellement. Donc je vais dire modèle serializer. Et quand vous utilisez modèle serializer, vous êtes obligé d'utiliser dans une inner class qui va s'appeler meta. Et dans cette inner class, vous avez comme attribut modèle. Et dans ce modèle, définissez donc la table que vous voulez serialiser. Je vais importer donc ma table tax et vient l'importer depuis todo. Ok, vous verrez, il a été importé une ligne après les librairies tierces. C'est un peu ça comment nous l'importons. Ok, il est venu donc dans l'application todo et quand il faut dans l'application todo directement, il va récupérer le module modèle. Ok, maintenant si vous voulez importer ça différemment en utilisant le point, il n'y a pas de problème. Si je retire le point, il va venir dans le package courant. Il ne va pas voir. Il va venir dans le package courant. Quel est le package courant? Parce que nous sommes dans Serializer. Le package courant, c'est REST Framework. Quand il vient dans REST Framework, il ne voit pas Modeste. Là, il est dérangé. Ok. Maintenant, je vais lui dire que bon, étant donné que toi, Serializer, tu es dans REST Framework, remonte encore et, au niveau des API et après tu vas remonter au niveau du todo pour trouver modèle.py. Pour remonter au niveau des REST, des API, je mets encore un point et pour remonter au niveau des todo, je mets encore un point. Les gars, vous verrez, l'importation a réussi, c'est nickel. Je viens de sérialiser les données, je dois donc préciser l'ensemble des champs qui seront affichés. Je vais dire field égale à quoi? Ok, je vais pour l'instant, étant donné que je n'ai pas beaucoup de champs au niveau de ma base de données, je vais tous les afficher. Je vais juste faire un all. Ok, les gars, c'est nickel. Je viens d'écrire la sérialisation. Qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Ok, nous allons donc utiliser les view set pour aller plus vite. Ok, donc je vais écrire une seule classe qui va gérer le post, le update, le delete. Ok les gars, et le put et le patch. C'est ça l'avantage des view set. Je vais utiliser exactement ce que vous voyez ici là et ça va faire le job pour nous les gars. Ok, donc si je viens donc au niveau d'ici, au lieu de créer directement views, je vais une fois réutiliser le views qui est ici et à chaque fois je vais créer des nouveaux views. Parce que le views qui est à la racine des to-do, la première to-do ne doit pas vraiment nous servir pour l'instant. Ok. Je vais revenir au niveau d'ici, je saute deux lignes avant de définir ma classe. Je vais dire classe tax view set. Ok. Et dans tax view set, je vais donc hériter des view set. Voici l'import Django. Je saute une ligne avant d'effectuer l'import de la librairie TS from REST Framework dot, ou bien je peux directement importer viewset et import, voilà viewset. Ok, et au niveau d'ici nous avons viewset doc modèle viewset. Modèle c'est un petit o. Ma machine plante vraiment, ça me permet pas de travailler, je sais pas pourquoi. Ok, là j'ai task viewset et modèle viewset. Ok, étant donné que je connais déjà le modèle, j'ai défini l'attribut obligatoire qui est query modèle viewset qui est query. Ok, query set,
sera égal à quoi? Modèle vue7 égal à tax object.all. Ok, les gars, c'est bon. Je vais importer ça depuis le modèle. Ok, vous voyez, le modèle s'est importé en bas automatiquement. Pas besoin de réfléchir. Je vais dire serialize classe 6. Ça égale à tax serialize. Ok, voilà. Je dois l'importer. Voilà. Monsieur, tu seras importé ici. C'est mieux. Bon, je vais vérifier l'orthographe des attributs. Query 7, c'est bon. Serialize class, les gars, c'est bon. Je n'ai pas de permission à mettre, c'est nickel. Je vais donc venir au niveau des restes, ici là, créer un nouveau module qui va s'appeler url.py. Il va gérer mes URL. Et du form. Je pars à la première ligne. Form. Django.url. Import path, je vais l'utiliser. Je vais aussi également utiliser include. Ok, là je connais ce que je dois utiliser. J'ai urls patterns. Ok, je mets path et qu'est-ce que j'aurai comme chemin. Pour l'instant, je n'aurai rien. Ici, là, je dois inclure quelque chose que je ne connais pas encore. Ok, je dois importer depuis REST framework ready from REST .router import default router. Ok, je dois instancier, donc je saute deux lignes, désolé, deux lignes. Quand je saute deux lignes, je dois instancier router qui sera égal à default router, c'est une classe. Et après l'instanciation, je dois donc appeler la méthode register. Ok, register là, qu'est-ce que je vais register? Il me dit de mettre un préfixe, ça peut être n'importe quoi. Je vais mettre une chaîne de caractères, ça sera tax, ou je peux laisser ça vide comme ceci, il n'y a pas de problème. Ou je peux mettre tax, je mets tax directement avec S. Et au niveau d'ici, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, il me demande un vue7, ok? Donc je vais importer view. Je saute une ligne pour aller importer dans le module from. Depuis le package courant, parce que serialize view est dans le module courant. Depuis le module courant, donc from. Depuis le package courant, étant pour moi les gars, désolé. From current packages import views. Ok, lorsque j'importe view, je viens juste là, je vais dire view c'est égal à quoi? Je récupère directement mon tax view7 que j'ai créé au niveau de view7. Vous vous rappelez ici, j'avais créé tax view7. C'est ça que j'ai remporté. Il n'y a pas le as view comme ce que vous connaissez là, les gars. C'est comme ceci. Base name égale à quoi? Je peux mettre tax, mais c'est facultatif au niveau des base name. Ok, là je vais venir inclure quoi? Je vais venir inclure l'URL. Je vais dire router .urls. Ok les gars, c'est nickel. Je viens donc de créer la première route. Maintenant, si je vais donc au niveau de mon navigateur, rien ne sera fait. Il ne saura même pas ce que je suis en train de vouloir faire. Ok, donc je peux venir directement là. Au niveau d'ici, voilà. Oui, je vais mettre mon navigateur là. Ok, ça c'est une section privée. C'est pas pour que là je choisis une section privée. Vous allez voir, c'est toujours la page de l'accueil. Ok, donc je dois renseigner, je dois dire à mon application que mon ami, comme tu vois, j'ai déjà créé une route, il faut que tu commences à l'utiliser. Donc je vais donc dans mon package de configuration, je récupère URL, je dois l'informer. Ok, je copie dans cette formule-ci, c'est elle qui va m'aider et je supprime directement ce qui est devant. Les gars, c'est nickel. Ok, dis yes. Include, je dois l'importer include depuis Django URL. Voilà include qui sera importé ici. Bon, il ne l'a pas fait. Je vais importer include. Voilà. C'est nickel. Mais au niveau du bloc, ce n'est pas bloc que nous voulons. Je peux supprimer le test ici qui est en haut. C'est pas bloc que nous voulons. Nous voulons donc URL qui se trouve dans REST Framework. Ok. Et pour y accéder, je dois d'abord entrer dans todo. Ok, je remplace déjà bloc par todo. Et je dois récupérer le package API. Donc je mets pour API. Je récupère dans le package REST
avant d'occuper URLs. Ok, je vais sauvegarder. Si je reviens encore au niveau d'ici, je vais actualiser. Le serveur est en train de charger la machine RAM. Regarde d'abord les logs. On me dit quoi? Modèle vue7 has not attribut. Modèle vue7. Ok. Bon, je vais revenir au niveau des REST Framework. Ici. Vue7. Modèle vue7. Ok. Là, je regarde encore si mon serveur est en train de chialer. Non. Je vais actualiser. Voilà. Il me montre bloc. Ok. Mais est-ce que nous sommes en train de travailler avec les blocs alors? Non. Donc, au niveau de l'URL principal, il est où? Qui est ce monsieur-ci. Je vais mettre la API. Et après, je mets la version qui sera la version 1. Et puis, je vais mettre REST pour préciser que c'est l'API REST. Je sauvegarde. Je reviens au niveau d'ici. Je vais refresh. Ok. Là, je peux mettre API. Je peux mettre la version. Et là, je peux mettre REST. Ok. Il me dit template does not exist. Ok. Parce que je suis en train de faire la requête au niveau du browser API des REST Framework. Ok. Ce que je peux faire, c'est d'enregistrer REST Framework. Parce que si je fais la même requête au niveau des soit Thunder Client ou bien Postman, ça va marcher. Si je vais au niveau des Thunder Client, je récupère quelque chose qui existait déjà. Ok, là, voilà quelque chose qui existait déjà. Si je fais la requête comme ceci, je dis send. Ok, il me renvoie dans l'URL. Si je clique sur l'URL ici, directement, on me dit de copier ça pour le remettre ici. Je vais faire la même chose. Désolé. Voilà. Fais ça. Les gars, ça me renvoie un truc vide parce que je n'ai pas encore des choses mises dans mon truc. Ok. Donc, pour gérer le problème qui se trouve au niveau du browser API, celui-ci, rien de plus simple. Venez au niveau de votre application, des settings, applications installées. Avant les applications, mettez REST framework. Ok. Sauvegarder. Si j'actualise ici. Voilà le browser API. Et les gars, c'est nickel. Je vais dire tags from REST. Ok. Voilà la tâche qui est ajoutée automatiquement. Ça, c'est la méthode post. Maintenant, je peux dire tags ou bien je peux dire update tags. Les gars, voilà la tâche qui a été créée. Je peux utiliser Thunder Client ou bien Postman. Copie ceci, je viens au niveau des Thunder Client, étant donné qu'il est directement sur VS Code. Là, ça va m'épargner d'utiliser plusieurs applications. Je viens dans Body, ok. Et type, c'est JSON. Vous pouvez choisir GraphQL lorsque ce sera au niveau de GraphQL. Je colle ceci. Je retire ce qui n'est pas mis manuellement. Et ce qui est là, voilà, je retire ça. Je retire la virgule parce que c'est du JSON. Il n'y a pas de virgule après le dernier élément. Ok. Je dis tags from Thunder, qui signifie la foudre. Je dis complete it. Je veux dire true. Ok. Par défaut, c'est complété. Là, je vais faire un post. Ok. Pour créer un élément. Là, ça me renvoie l'ID 3 sur le troisième élément. Maintenant, je peux modifier l'élément ici. Ou je peux ajouter un quatrième. Je dis to update it. Voilà. Maintenant, je peux récupérer le quatrième élément là. Je dis c'est ça que je veux récupérer. Et je mets donc get là. Si je dis get, je renvoie, il me renvoie le quatrième élément. Je peux mettre à jour ce quatrième élément. Je mets put update it from 32. Il me fait comme ceci. Internal. Ah, ok. Internal server. Pourquoi name? Ah, ok. Voilà ça, les gars. J'ai oublié le slash à la fin. Et puis, voilà les choses qui marchent. Ok. Je peux faire un patch dessus.
Fait comme ceci. Voilà le patch qui marche toujours, les gars. C'est nickel. OK. Et enfin, je peux supprimer l'élément. L'élément 4, je mets la delete. J'espère que la suppression sera faite. OK. Il dit no content. J'essaie de récupérer l'élément. Je fais un retrieve ou bien un get. OK. Not found. Les gars, voilà l'API REST que nous venons de créer et qui marche bien. Nous avons utilisé peu de code et le résultat est plutôt probant. OK. Donc, nous allons donc attaquer là, par là, les API Graft. OK. Donc, je vais déjà fermer tout ce qui est REST, URL. Je ferme ceci. Je laisse plutôt le dernier URL ici parce que nous en aurons besoin. OK. Je viens au niveau de la documentation des GraphQL. Donc, nous allons commencer le tutoriel donc, au départ. OK. Il faut créer le dossier. C'est rang de dossier. Nous avons fait créer l'environnement virtuel et l'activer. Nous avons fait installer Django Graphene. OK. Je vais installer Django et Django Graphene au niveau de mon environnement virtuel, les gars. OK. Je coupe mon serveur. Je fais CTRL V. Je lance l'installation. Je continue à consulter la documentation. Il faut créer le projet, créer l'application, appliquer l'immigration, créer le modèle. Nous l'avons fait. Il faut enregistrer l'application. Nous l'avons déjà fait. Migration, migrate. C'est bon. Ici, il faut changer les features. Bon, c'est pas important. Nous n'avons pas les données. Enregistrer ça, nous n'avons pas besoin de ça. Et voilà où nous allons commencer à travailler. On dit qu'il faut créer donc un schéma, OK? Mais je vais un peu faire ça séparément. Je ne vais pas tout mettre ça dans un seul fichier. Ça va rendre le code un peu plus barbu, OK? Donc, je vais déjà créer un fichier qui va s'appeler type. Parce que GraphQL fonctionne quoi? Le type 6 c'est un peu comme la sérialisation que vous avez vu au niveau des REST Framework, donc du serializer. Nous allons faire la même chose au niveau d'ici. Donc, je démarre mon serveur rapidement. Et puis, je viens au niveau des GraphQL. Je me rassure qu'il y a le package init à l'intérieur. Une fois dans GraphQL, je vais créer donc un module qui va s'appeler type. OK. Je mets point Python. OK. Maintenant, dans Py, on me dit que je dois créer donc catégorie. Bon, ça sera task type. OK. Donc, nous allons faire. Je vais déjà importer from Graphene Django. Désolé. Import Django Object Type. OK. Et sur deux lignes, je vais dire classe qui va s'appeler tax type. OK. Qui va hériter de quoi? De Django Object Type. Maintenant, j'ai défini ma inner class meta. Et dans cette inner class, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre modèle sera égal à quoi? À tax. OK. Je dois l'importer rapidement. Nous savons déjà comment l'importer. Et puis, je vais définir l'ensemble des champs. Je vais faire la même chose que l'autre là. Je vais dire, mon ami, renvoie-moi tous les champs. OK, j'en ai besoin. Là, je viens de définir dans le type. OK. Maintenant, je peux définir ce qu'on appelle les queries ou bien les mutations. Bon, il y a query qui signifie requête, mutation qui signifie changement. Query récupère, mutation renvoie. Dans query, il y a get qui récupère d'éléments. Dans mutation, vous avez post, vous avez put, vous avez patch, vous avez delete. OK. Donc, je vais venir ici là. OK. Je vais faire la même chose que vous voyez ici là pour que les choses marchent simplement, les gars. OK. Donc, je vais venir créer un schéma là. Schema dot py. Et faire l'effort de mettre S en minuscule. Voilà, c'est nickel. Je commence d'abord par importer Graphene. Import Graphene. OK, sur deux lignes, je vais dire classe, je définis query. OK, vous pouvez dire task query libre à vous. Qui hérite de quoi? Graphene. OK. Object. C'est object type. Si je ne me trompe pas. Voilà. Object type. OK. Là, je vais définir donc l'ensemble d'attributs qui sera utilisé. OK. Donc, je vais utiliser toutes les tâches. Je dis all tasks pour dire toutes les tâches. OK. Mais vous pouvez utiliser le nom que vous voulez ici. Donc, libre à vous de pouvoir choisir. Qui sera la Graphene. Dot. J'utilise liste étant donné que je veux récupérer la liste des tâches et liste. Et ici, là, je mets task type. OK. Task type. Je dois l'importer.
Voilà, j'ai importé tax type. Ici, là, je vais dire tax by ID. Tax by ID. Il sera égal à quoi? Graphene. Ok, sachez que ce tutoriel, c'est juste la base pour montrer comment les choses marchent. Je mets fill, étant donné que c'est un seul élément que je vais occuper, donc un objet. Ok, je mets toujours tax type, ça ne change pas. Maintenant, j'ai dit l'ID sera égal à quoi? Parce que je vais récupérer une seule tâche. Ok, sera égal à graphene. Dot, je récupère donc in. Je veux que l'ID soit un entier. Ok, et c'est appelable. Maintenant, je me rends compte que je suis à quel niveau je suis. Ok, je n'ai pas la possibilité de voir à quel niveau je suis. Maintenant, si je fais ça, ça ne va pas toujours marcher, les gars. Rien ne doit marcher. Je dois donc définir les méthodes pour pouvoir appeler. Je vous ai dit, GraphQL appelle les fonctions au niveau de votre serveur. Ok, ça commence par resolve. Resolve, vous mettez underscore all tags. Ok, ça prend quoi en paramètre? Ça prend route en paramètre et ça prend info également en paramètre. Et qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous avez un élément de retour, un return de quoi? De taxe. Je dois importer ma table taxe. Ok, voilà, j'importe ma table taxe. Taxe dot object dot all. Ok, je retourne tous les champs. Voilà ce que vous avez. Maintenant, au niveau d'ici, je dois donc définir mon schema. Je veux dire schema sera égal à quoi? Sera égal à graphene dot schema. Ok. Et la méthode schema prend quoi? En paramètre, ça prend le query. Et query prend quoi? Query qui est en haut là. Et cette classe-là. Voilà, je sauvegarde. J'ai fait à peu près ce que vous voyez ici. Donc, j'ai défini celui-ci. Maintenant, avec une méthode simplement pour l'instant. Maintenant, il faut tester, il faut les URL. Ok. Là, il faut ajouter Graphene au niveau de Django pour que tout puisse marcher. Donc, je viens au niveau de Django. Là, je vais m'ajouter Graphene underscore Django. Voilà. Je vais sauvegarder. Et ensuite, on me dit, je dois ajouter ceci au niveau de mon settings.py. Ok, je le ferai. Je ne suis pas têtu pour l'instant. Voilà, j'ai fait la même chose. Mais sauf que au niveau de Cookbook, nous allons mettre dans notre application. Notre application s'appelle Todo. Ok, il est là. Maintenant, Kiema n'est pas, le répertoire n'est pas le même. Ok, où se trouve Kiema? Kiema se trouve au niveau du paquet GraphQL. Donc, je vais d'abord aller dans point API. Point API. Désolé, API c'est comme ceci. Point GraphQL. Ok, maintenant dans GraphQL, vous pouvez utiliser Kiemasi qui est le module et récupérer ce Kiema là. Donc ça marche. Raison pour laquelle vous allez voir Todo, API, GraphQL, Kiema le module et Kiema qui est la variable. Je vais sauvegarder. Ok. Maintenant la dernière chose maintenant sera de définir l'URL. Ok. Vous allez voir, voilà l'URL qui a été appelé au niveau ici là. Ok. Donc je vais déjà copier ceci et essayer de coller ça au niveau de l'URL principal. Je colle ça ici. Maintenant, je vais importer ceux qui ne sont pas importés. Celui-ci n'est pas important pour l'instant. On va pas son utilité. Il dit from graphene django.view import. Qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer GraphQL view. Ok. Maintenant, sachez que donc GraphQL ci permet d'utiliser le browser API. Ok. Si vous retirez GraphQL, bon, je vais d'abord aller lancer le serveur. Je vais dupliquer ce monsieur-ci. Je vais dupliquer l'onglet. Ok. Mais au niveau d'ici, je vais mettre Graph. Ok. QL. Maintenant, au niveau d'ici, je vais ajouter API version 1. Ok. Ok. Voilà. Voilà. Je suis sûr que j'ai la même chose que partout. Je vais poursuivre la requête. Le serveur n'a pas chargé.
Est-ce que j'ai des erreurs? Ok, on dit graphene. Ok, au niveau des settings, graphene, je m'étais pas aperçu que j'avais fait des erreurs. Graphene, voilà. Là, il va reconnaître maintenant de quoi il est question. Voilà, graphene. Ok, désolé, là, j'ai encore sauvegardé et reste. API version 1 GraphQL. Pourquoi ça ne matche pas? Le slash. Faites très attention quand vous travaillez Django. Les slash à la fin. Parce que là, ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, ça marche. Patienter un peu pour que le JavaScript se charge. Voilà donc l'interface au niveau des GraphQL. Ok, nous allons faire une première requête. Pour faire la requête, vous mettez juste un query comme ceci. Il va reconnaître le query. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous l'appeler toutes les tâches. Je vais dire all tags. Il reconnaît déjà all tags. Et dans all tags, vous pouvez lancer ça sous forme d'objet. Je dis, je veux récupérer uniquement les ID. C'est un peu ça. Je suis comme ça au niveau du client. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez préciser les champs que vous l'appelez. Alors qu'avec REST Framework, vous n'avez pas cette possibilité de pouvoir préciser les champs que vous l'appelez. Si vous appelez, faites la requête au niveau de REST Framework, il vous envoie tous les champs. Ok, pas besoin, il n'y a pas de possibilité. Ok, si je veux également name, je fais comme ceci. Voilà, il rajoute les names au niveau des réponses. Ici, c'est toujours du JSON, les gars, rien n'a changé. Ok, si je veux même is complete, même devant, vous pouvez aligner ça devant. Il va comprendre ça pour vous. Ok, donc c'est très simple. Utilisons un peu ça au niveau des tons d'un client et regardez un peu quel est le résultat. Je viens au niveau de mon éditeur, je viens au niveau des tons je définis query. Bon, je vais définir ça comme ceci. Et puis là, je vais copier l'URL ici pour ne pas avoir de problème. Ok, là, je viens là au niveau d'ici. Voilà, les gars, ça m'affiche les champs. Si je retire celui-ci, il la retire. Si je retire les ID, il me renvoie. Ok, les gars, c'est juste magnifique. Ok, mais ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer d'ajouter resolve donc get tax by ID. Parce que si je dis get tax by ID, je pense pas que ça va fonctionner parce que je n'ai pas de méthode. Je dis tax by ID. Ok, je mets donc l'ID du champ que je vais récupérer. C'est l'ID combien? L'ID 3. Je mets comme ça, je mets le champ. Et si je lance la requête, il me dit nul. Ok, parce que je n'ai pas défini des resolve. Ok, donc je vais dire resolved. Ok, tax underscore by ID. Ok, ça prend naturellement le root, ça prend l'info en deuxième et ça prend l'ID que je veux récupérer. Ok, donc je peux faire directement un return comme ceci. Je fais un truc simple, mais ne faites pas ça quand vous développez. Il faut toujours essayer de capturer les exceptions. Dans object, ok, dot get primary key, ça égale à ID. Ok, donc vous pouvez faire un try except chez vous, un try except pour faire quelque chose de plus clair. Ok, ça c'est juste un texte. Je vais renvoyer. Là, il a récupéré dans la tâche que son ID est égal à 3. Vous voyez récupérer tout ça dans un seul objet qui s'appelle data. Tout ça est à l'intérieur. Je peux ajouter name comme ceci. Je relance les gars. Voilà ça qui s'affiche. C'est vraiment nickel avec GraphQL. Ok. Donc je peux décider de tester ça aussi avec Thunder Client qui est là. Je dis au niveau du query. Au niveau du query. Récupère-moi ça. Lance la requête. Voilà. Donc le endpoint est appelé.
Maintenant, le reste est effectué au niveau du client. Donc, le client décide ce qu'il veut faire, ok, grâce à une bonne documentation surtout. Donc, il faut que je précise aussi ça. Voilà. Maintenant, passons donc au niveau des mutations, ok. Donc, c'est un peu ça qui nous intéresse aussi, parce que nous devons aussi terminer avec les mutations. Au niveau des mutations, je peux créer un module à part pour gérer mes mutations, mais je vais directement mélanger ici, j'ai plus trop le temps. Donc, je viens au niveau d'ici, j'ai défini la classe, je vais dire create tax mutation, ok. Dans create tax mutation, je dis graphene, ok, mutation, voilà. Ça prend la inner classe qui s'appelle argument, ça commence par majuscule, argument, ok. Dans argument, je mets les arguments, ok, qui est comme le type que nous avons fait récemment là. Donc je mets name, c'est égal à quoi? Je regarde un peu la documentation pour être sûr de ce que je fais. J'ai pas envie de vous tromper. Mais ici, je pars sur mutation. Là, nous aurons quelque chose de vraiment plus clair, ok. Donc, classe argument, oui, graphene. Graphene dot string, étant donné que c'est une chaîne de caractères, et required égale à true, c'est obligé, ok. ID égale à graphene, ok, dot ID, c'est-à-dire ça n'est pas obligé à la création, mais l'ID, et is complete, je peux même retirer ID, ça va marcher, is completed, ça va égal à graphene dot boolean, ok, voilà, ok. Maintenant, ce n'est pas obligé parce que par défaut c'est à false, ok. Étant donné que j'ai créé mes mutations, maintenant je dois définir l'attribut tax qui serait la graphene fuel. Je mets mutation type à l'intérieur. Maintenant, quel est le type? Ce sera quoi? Tax, ça égale à graphene dot fuel. Et dans fuel, qu'est-ce que je mets? Je mets le type. Le type sera égal à tax type, ok. Tax type que j'avais récupéré au niveau de la sérialisation, ok. Maintenant, je dois définir une méthode classe, ok. Je dis classe méthode et définir la méthode mutation, ok. Mutation qui prend quoi en paramètre? Ça prend CLS étant donné que c'est une méthode de classe. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend route et ça prend info, ok. Voilà donc ces paramètres là. Maintenant vous allez compléter donc avec les arguments que vous allez mis au niveau d'ici là, que ou bien que vous voulez renvoyer au niveau de la base de données. Je vais mettre name ici et ici completed, ok. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais dire tax, ou bien je peux dire nous, bon je vais appeler ça tax. Tax sera égal à quoi? Je peux appeler ma table tax comme ceci. Je fais ça, je dis name égale à name. Ça, c'est un moyen pour mettre les données dans la base de données. Is completed sera égal à is completed. Voilà, les gars, c'est bon. Et après, je fais juste un coup de tax dot save. Voilà. Maintenant, je vais faire un return. Ok, c'est un peu comme un décorateur. Ça va retourner. Je récupère create tax mutation. Ok, bon. Qu'est-ce que je vais retourner? Ça me regarde la documentation. Oui, question égale à question. Donc, tax égale à tax. Ok. Je récupère donc tax. Puis si vous faites create tax mutation, vous faites un point, vous allez accéder à l'attribut tax qui se trouve ici là. Ok. Donc, je vais dire tax dot égal à tax. Ok. Là, je viens de finir avec ce monsieur-ci là. Maintenant, j'ai défini maintenant ma classe mutation. Classe mutation. Ok. Et dans mutation, je vais hériter de quoi?
Graphene object type. Ok. Graphene object type. Un peu comme le query. Ok. Maintenant, je vais dire create tax. Create tax sera égal à quoi? Sera égal à ce monsieur là. Create tax mutation dot field. Voilà, les gars, c'est nickel. Est-ce que c'est la même chose que j'ai ici? Oui, c'est la même chose. Maintenant, pour que je reconnaisse ça au niveau du front-end, le développeur front-end, vous voyez ça, il faut donc l'ajouter ici là. Il met ça en deuxième paramètre, mutation est égal à mutation. Ok, les gars, c'est nickel. Je sauvegarde. Je vais venir ici là actualiser pour que cela puisse charger le reste. On me dit quoi? All arguments must be defined in mutation in method in it. Ok. Bon. ID, je vais d'abord supprimer l'ID. Je mets comme ceci. Ok. Je vais actualiser. Name is completed. Vous voulez en fait? Oui, c'est ça que j'ai fait. Pourquoi ça ne marche pas? Argument. Oui, j'ai bien écrit argument. Tax type. Oui. Class méthode. Mutate. Mutate, les gars, au lieu de mutation, c'est mutate. Et j'ai même très mal écrit ce mutation là. Et je sais pas si c'est en français ou c'est en anglais. C'est encore à revoir. Maintenant, je vais définir mutate ici là. Mutation. Je vais donner le nom de ma mutation. Je vais dire create ou bien edit tax. C'est ça comme ça, edit tax. Je suis pas inspiré. Maintenant, dans edit tax, je vais faire comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Create tax. Ok. Dans create tax, j'aurai un nom. Name. Ça égale à hello from graph. Ok. Is completed, c'est pas obligatoire si je me trompe pas. J'ai défini comme ceci. Ici, je mets donc mon attribut tax que vous avez vu au niveau d'ici. Et quels sont les champs de l'attribut tax? Il y aura l'ID. Il y aura is completed. Voilà. J'ai fait un peu un post. Ah, les gars, il doit retirer query. Désolé, query, tu t'en vas. On dit error create tax missing required argument is completed. Ah, ok, bon. Is completed par défaut. Je dois supprimer ça au niveau d'ici parce que il n'est pas obligatoire. Donc, je peux laisser ça même là. Et puis, au niveau d'ici, je le retire simplement. Ok. Donc, je vais le retirer. À la création, on ne peut pas dire qu'une tâche est déjà terminée. Donc, je vais sauvegarder comme ceci. Ce que je fais, c'est je vais l'éliminer ici. Ok. Donc, je vais juste dire voilà la tâche qui a été créée avec l'ID 6. Je vais dire another task from graph. Je renvoie ça. Mais est-ce que created est là? Created, updated. Les gars, je vais renvoyer et je veux aussi renvoyer name. Ok, je renvoie name juste après celui-ci. Voilà. Voilà ça qui marche, les gars. C'est nickel. Ok. Maintenant, nous allons procéder à la modification, à updated. Ok. Je vais copier tout ceci. Là, vous avez compris ce qu'il faut faire. Il faut juste modifier. Ok. Ici, là, je vais changer ça par update tax mutation. Ici, je vais occuper l'ID qui sera égal à graphene.id. Voilà. Ici, au niveau d'ici, je dois travailler avec l'ID. Ok.
Et l'ID, je veux aussi travailler avec is completed. Is completed parce que je peux modifier une tâche pour la mettre comme complétée. Is completed. Voilà. Maintenant, au niveau d'ici, je dois d'abord dire tax sera égal à quoi? Sera égal à la table tax dot object. Donc, je récupère la tâche que je veux modifier. Dot get. Ok, là, je vais dire primary key sera égal à ID. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, je vais dans tax dans name sera égal à le nouveau nom. Sera égal à name, ok. Tax dot is completed égal à is completed. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais encore? On modifie par l'ID. Ok, j'ai fait save et je fais comme ceci là. Il vient ici, je duplique ça. Je dis update tax. Je change ici par update tax mutation. Je vais sauvegarder les gars. Je vais venir ici. Au niveau d'ici, je vais retirer celui-ci complètement. Voilà. Je vais dire create tax. Ah, je n'ai pas actualisé les gars. Ça ne va pas prendre ça en compte. Ok. Donc je dis update tax. Entre parenthèses, je mets d'abord l'ID. Ça regarde l'ID combien? Quelle est la tâche que nous avons déjà créée? C'était la tâche, je crois, 6. Ok. Et à ce niveau, je dois définir la tâche. Je mets l'ID. Il n'y a pas la virgule. Je mets name. Ok. Hello. Ok. Maintenant, voilà la tâche 6. J'ai dit son ID is completed. Voilà. Je vais faire hello. La tâche 6 a été modifiée. Pour me rassurer, je vais récupérer ça avec rest. Voilà la tâche 6 qui a été modifiée en hello. Je vais changer ceci là. Hello from. Et c'est ici, pardon. Hello from graph. Ok. Hello from graph. Je récupère au niveau des restes pour voir si ça marche. Hello from graph. Ok. Maintenant, vous pouvez ordonner les éléments pour les avoir en haut. Ok. Pour ordonner partout, depuis graph et depuis également reste. Venez donc juste au niveau de votre modèle qui est là. Vous définissez la inner class meta et vous mettez l'attribut ordering qui était initérable. Ok. Je mets plutôt created. Ça va. Created. Voilà. Si je vais ici, je vais actualiser. Voilà, la système tâche est en haut. Les gars, ça marche bien. Maintenant, nous allons implémenter le delete, ok? Ou bien je peux vous laisser ça comme exercice. Vous pouvez implémenter le delete. Vous faites la même chose que ce que vous voyez ici là, ok? Donc, pour implémenter le delete, vous allez travailler uniquement avec l'ID. Pas besoin de mettre celui-ci. Et au niveau de la mutation, vous supprimez. Bon, faisons ça une fois ensemble. Vous travaillez avec ceci. Vous travaillez avec ceci.
Je vais dire delete, vous pouvez utiliser delete ou destroy. Ok. Ou j'ai dit delete. Ok. C'est nickel. Je vais encore actualiser. Voilà. Je vais essayer de supprimer la 6e tâche qui est là. Ok. Donc, je rectifie celui-ci. Je vais dire delete tax. Ça prend l'ID. Et l'ID, je vais supprimer la 6e tâche. Ok. Qu'est-ce que j'aurai? Ensuite, j'aurai tax. Et qu'est-ce que j'aurai? Comme j'aurai l'ID. Ok. Delete tax. Delete tax argument name. A string is required. Ok. Mutate. Delete. Ah, ok. Delete tax. Mais on me parlait encore que j'ai les éléments qui name que je dois mettre. J'ai dit, mais où est-ce que je les ai définis? Alors que j'avais tout juste oublié de mettre les trucs. Ok. Je veux dire post. Cannot return nul for a non-mutable field. Pourquoi? Ok, au niveau de Kema, ok, bon, je vais juste mettre un message de succès là. Cette chose, success, ok. Je vais actualiser. Task match query does not exist. Ça veut dire que la première fois ça a supprimé. Et il supprime la tâche 5. C'est incompatible. Pourquoi? Ok. J'ai carrément oublié comment faire pour supprimer une tâche. Là, ça c'est sûr. Ok. Là, ça c'est sûr. Bon, les gars, je vais faire quelques recherches sur comment supprimer la tâche. J'ai carrément oublié. Je me retrouve en train de supprimer toutes mes tâches. Voilà, les gars, c'est bon. Ok. Donc, voilà comment supprimer une tâche. C'est la première méthode que j'ai trouvée. Bon, en ce qui concerne les API sont haut. Ok, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner lequel d'API vous aimeriez utiliser et que vous préférez. Là, nous allons débattre dessus et